ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'est un jour une Porsche Panamera. Et là, tu vois, j'en ai encore les frissons. Et là, je me dis, si un jour je veux vraiment bien gagner ma vie, bah, il faut que tu deviennes indépendant. J'ai cherché, à partir de ce jour-là, j'ai cherché tous les jours, pendant 7 ans, Oui, quand tous même. les jours. Autant se lancer pour 1 million, 2 millions, plutôt que pour 100 000 euros. C'est souvent dans la traduction, on vend du vent. Puisque quand on vend du chinois, c'est du chinois pour nous, c'est du chinois pour bosser. Par contre, on vend de la confiance. Donc moi, on me fait confiance de me donner 15 langues qui seront livrées dans un temps donné. Soit je gagne cette confiance, soit j'achète cette confiance. Et en fait, en achetant des agences, j'achète la confiance. Première question, et finalement, c'est pourquoi tu as commencé à racheter des entreprises? Ça s'est fait en 2 étapes. La première étape, c'était j'ai vendu des chaussures de sécurité. Alors, j'ai vendu des chaussures de sécurité, j'ai vendu du meuble, j'ai vendu de l'e-learning, j'ai vendu plein de choses dans ma vie. Et quand je vendais des chaussures de sécurité, j'étais très autonome. Donc, je voyageais. T'étais dans toute commercial? l'Europe. Ouais, j'étais commercial. En fait, j'étais commercial développement export. Quand je suis arrivé le premier jour, 1er janvier, peu importe, 1er janvier, mon patron il m'a dit, tu vois, ça c'est la carte du monde. On est là. Tout le reste, on n'y est pas. Toi, t'es là. Et chaque mois, tu m'ouvres un nouveau pays. Et donc j'ai commencé, alors le premier nouveau pays, le 20 janvier, on était aux Pays-Bas. J'ai ouvert les Pays-Bas. Ensuite, j'ai ouvert l'Estonie. J'ai ouvert. Et on travaillait avec des distributeurs. Donc des distributeurs, des gens, alors il y en a qui étaient bien, il y en a qui avaient beaucoup de monde, il y en a qui n'avaient pas beaucoup de monde. Et finalement, je me suis dit, j'ai envie de devenir comme eux. Parce qu'ils sont indépendants, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Tu parles des distributeurs? Les distributeurs, Ok. oui. Donc j'avais des distributeurs qui vendaient des chaussures de sécurité, alors des produits de sécurité. Et ce qui m'a vraiment ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'est un jour une Porsche Panamera. Donc en Angleterre, j'arrive chez un distributeur, et ils vendaient des échafaudages pour le bâtiment. Donc tu vois, t'imagines l'entrepôt un petit peu, bon, Pas sexy. un peu dégueulasse, hein, et t'arrives, et je la vois encore, cette Panamera, toute neuve. Et je vais chez le distributeur, je dis, putain, t'as vu la bagnole? Il me dit, c'est la mienne. Et là, tu vois, j'en ai encore les frissons. Et là, je me dis, si un jour je veux vraiment bien gagner ma vie, bah, il faut que tu deviennes indépendant. C'est la manière de le devenir. Et donc là, ce jour-là, je me vois encore, j'ai décidé de devenir indépendant. Et après, la question, c'est, est-ce que tu crées? Bon, moi, quand j'ai démarré il y a 10-12 ans, c'était plutôt créer, on parlait de créer, Bien on sûr, parlait oui, de c'était moins. Zuckerberg, etc. Il y avait la reprise, c'était pas forcément aussi sexy que c'était pas alors, sexy ou pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Bien sûr. Et je me suis dit, comment je fais? À l'époque, j'étais marié, j'avais 3 enfants, ma femme ne travaillait pas, il fallait que je rentre un salaire. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, bah oui, mais si j'achète quelque chose qui tourne déjà, je fais un levier bancaire, le patron part, et moi, je deviens le patron et j'ai mon salaire. Tu prends son salaire à lui et tu Et donc, travailles. ça c'était en 2006-2007. Et ensuite, Oui. après, bah, j'ai démarré. Je me suis dit, je vais reprendre une boîte. Ok. Et franchement, oui, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas 50 000 contenus publicitaires pour te rappeler que c'était une bonne idée. Tu as dû le découvrir par toi-même. Ah, et oui, à l'époque, c'était plutôt les gens qui perdaient leur boîte. Tu perdais ta boîte, tu étais interdit bancaire, donc je l'ai découvert par moi-même. Mais j'ai cherché, à partir de ce jour-là, j'ai cherché tous les jours, pendant 7 ans, Oui, quand tous même. les jours. Alors, il y avait déjà les plateformes comme Fusac. Fusac, ça existait déjà. Il y avait en Allemagne, parce que bon, moi j'habite en Allemagne, il y avait une Déjà à plateforme l'époque? aussi qui s'appelle. Alors, quand j'ai commencé à chercher, non. J'ai failli reprendre, et j'étais proche de reprendre quelque chose qui faisait de la botte de sécurité, Ouais, botte donc forestière. là, pas mal par rapport à ce que tu savais Proche de faire. ce que je savais faire. Et après, j'ai été coiffé, j'ai failli avoir le financement. Et j'ai été racheté, en fait, la boîte a été rachetée par quelqu'un qui venait de Carrefour, qui avait un gros apport. Ah bah, ça, c'est aussi intéressant, justement, la concurrence qu'on a en tant que premier repreneur versus un gros fonds qui est plus rassurant quand tu es en concurrence. En effet, c'est jamais facile. Faut réussir le premier. Du coup, toi, tu as mis 7 ans à réussir le premier? Alors, j'ai mis 7 ans à chercher le premier. Ouais. Je crois que donc cette sorte de chaussure de sécurité, c'est là où j'ai vu que c'était possible. Ok. Parce qu'en fait, ce qu'il faut. Encore une fois, là aussi, aujourd'hui, la BPI, alors bon, il y avait BPI, avant ça ne s'appelait pas BPI, il n'y avait pas peut-être tous les systèmes d'aide qu'il y avait aujourd'hui. Avant, tu disais, j'ai besoin de 500 000 euros, tu es obligé de mettre 300 000 euros, tu es obligé de mettre 30% d'apport, 150 000 balles. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les a. Plus des garanties qu'on n'avait pas. Oui, aujourd'hui, tu as la garantie. Tu as les garanties bancaires avec la BPI, tu as la possibilité, on parle de Love Money, on parle de Business Angel. Alors, soit ça n'existait pas, soit peut-être que moi, je n'étais pas dans ce réseau, mais j'ai quand même l'impression que ça existait moins. Et après, bon, les entrepreneurs étaient plus jeunes aussi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une tendance où les entrepreneurs, ils sont plus âgés. Et donc, forcément, il y a plus d'entreprises à reprendre. Et donc, il y a toute
toute cette discussion actuellement en 350 000, 500 000 entreprises, etc. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Tu as mis 7 ans parce que au final, au début, tu cherchais, mais tu ne savais pas faire et tu ne savais pas que c'était vraiment possible. Et c'était plus limite un rêve ou un fantasme. Jusqu'au moment où tu es allé quasiment au bout avec cette opération. Et là, je me suis dit, c'est possible. Et c'est là, en fait, grâce à cette opération qui finalement s'est pas faite, je suis rentré en contact avec une banque, alors une banque en France et une banque en Allemagne. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait des systèmes un peu en Allemagne. Ça s'appelle la Bürgschaftsbank. Peut-être rien, c'est l'équivalent de la BPI qui te donne une garantie bancaire, etc. Okay. Et j'ai découvert que dans la ville de Düsseldorf, il y avait c'est la caisse d'épargne locale qui avait une aide comme ça au développement d'entreprise et à la reprise. Donc là, ça rejoint un point dont je parle tout le temps, parce que ça m'est arrivé aussi, c'est en faisant un truc qui est impossible ou qu'on ne sait pas faire, qu'on découvre et qu'on apprend, et que en fait, c'est qu'après que tu peux dire « Ah, wow, il y a 6 mois, en fait, j'étais pas du tout capable, je savais pas tout ce que je savais pas. » Et je l'ai fait. Et du coup, pour la deuxième fois, donc toi, finalement, la première fois, c'était un échec qui t'a donné toutes ces compétences que tu n'avais pas, et tu t'es dit c'est possible parce que tu avais peut-être, comme tu dis, les bons contacts avec la banque, tu as peut-être appris à négocier une première fois, tu avais peut-être rencontré des cabinets M&A. Non, mais c'est la banque. Finalement, il y avait la banque qui, c'est eux qui m'ont accompagné de A à Z. Wow. La BPI, par exemple, la BPI, je sais pas comment c'est cet équivalent de la BPI, tous les jeudis. Alors à l'époque, ils avaient tous les jeudis ou 2 jeudis par semaine, ils avaient des journées où tu pouvais aller présenter ton dossier. Donc tu allais discuter avec eux et eux, ils pouvaient te garantir 80%. J'aurais tendance à dire que peut-être que la BPI fait la même chose. Mais je me suis dit, tu vois, ça, je l'ai su parce que j'ai commencé. Exactement. Donc, il faut se lancer faut pas attendre d'être prêt pour se lancer, sinon on ne sera jamais prêt. Et en l'occurrence, le premier deal, là, donc la boîte que j'ai pas rachetée, elle a été revendue là actuellement. Et je crois qu'à l'époque, elle valait, il y avait 1 million et quelques il faisait à peu près 1 million de chiffre d'affaires. Je crois qu'il fait à peu près aujourd'hui toujours 1 million de chiffre d'affaires. Et donc, je me suis dit, heureusement que je l'ai pas reprise. Oui, voilà. Du coup, mes prochaines questions, c'était sur ta thèse d'investissement. J'ai l'impression du coup que entre agence de traduction et entreprise qui fabrique des bots, il y a eu pas mal de changements. Qu'est-ce qui fait que tu as fini par acheter une agence de trad? C'était quoi tes critères et comment ils ont évolué au fur et à mesure que tu as analysé des boîtes pendant 7 ans? Alors à la base, je suis commercial et j'ai fait beaucoup On a remarqué. Tant mieux. Bon vendeur. Et j'ai fait beaucoup de B2B dans le service. Okay. Donc le B2C, je sais pas faire. Je reconnais, je ne sais pas faire. Par contre, le B2B, apporter de la valeur ajoutée, comprendre le client. Alors, j'ai appris la vente. J'ai appris justement dans mes chaussures de sécurité, j'ai pris des cours de vente, les questions ouvertes, questions fermées, chercher les 3 oui, etc. Mais donc, c'est ce que je savais faire. Et donc, je suis resté sur ce service dans le B2B parce que je pense que c'est là que je ne serais pas allé sur la production parce que ça, je ne sais pas faire. Okay. Je ne serais pas allé sur le B2C. Je ne serais pas allé sur des petits tickets où tu vends du dropshipping à 10 €, ça je ne sais pas faire. Par contre, aller chercher, effectivement, apporter aux entreprises des solutions à 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 000 euros, okay. C'est ça que je savais faire, c'est ça que je cherchais. Ok, donc tu t'es dit, toi tu as cherché des critères par rapport à tes compétences personnelles. Tu t'es dit, c'est moi qui vais gérer la boîte, comme tu dis, il faut être à plein temps quand tu rachètes ta première boîte. Donc tu dis, il faut que ce soit... En fait, tu dis, je vais m'acheter un job, un peu, comme tu disais, tu veux quelque chose où... t'es OK, tu veux pas une boîte qui tourne tout seul, t'es OK pour prendre en fait le salaire du patron parce que comme tu dis, t'as une famille à nourrir et donc tu voulais prendre sa place, il fallait que tu saches faire. Oui, et c'est pour ça que j'ai cherché en fait ce type d'entreprise. Alors je voulais pas aller à la base, aujourd'hui je suis dans la traduction, mais je voulais pas aller dans la traduction. D'ailleurs la première fois que j'ai vu ça, j'ai mis traduction. Moi je parle anglais, allemand, français, donc je me dis mais on n'a pas besoin. Ah ouais. Et finalement j'ai vu le dossier. Comment tu l'as trouvé ce dossier? Sur une plateforme. Ok, donc. Alors en l'occurrence, je l'avais vu sur une plateforme. En janvier 2015, je me suis séparé de mon ex-femme. J'avais vu le dossier un petit peu avant, et je sais pas comment ça s'est fait. Je l'ai revu, ou j'ai retrouvé le nom de la personne sur LinkedIn. Et je me suis dit tiens, vous aviez pas une boîte avant? Elle était plus en fait sur la plateforme. Il m'a dit si. Et là, pour revenir à ce que tu disais, le premier achat. En fait, ce que j'ai fait, je lui ai dit, écoute, moi aujourd'hui, je suis salarié. L'argent que tu veux, bon, c'était des grosses sommes, je ne l'ai pas. Par contre, je sais comment je peux l'avoir parce que j'ai fait un dossier. Il m'a dit, OK. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé à la banque. J'ai dit, voilà, tiens, j'ai ce dossier-là. Alors, j'ai fait mon business plan, je l'ai fait en un week-end. Il y avait 18 pages. Quand je le vois maintenant, plein de fautes. Alors, en allemand, plein de fautes. Mais comme je connaissais les gens et que les gens, plus ou moins de la banque, etc., m'avaient fait confiance sur un dossier, je leur ai présenté ce dossier-là. Et après, je leur ai dit, pour faire... En fait, ce qu'il faut, c'est effectivement sur la première opération,
c'est donner une garantie au vendeur. Parce que le vendeur, il va se dire, ouais, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Bien sûr. Et je lui ai dit, bah, écoute, je te mets en contact avec la banque. Il a appelé le banquier. Il a dit, tiens, qu'est-ce qu'il en est, monsieur Cédric? Je lui ai dit, ah, ouais, il a pris contact avec moi. Je lui ai dit, écoute, dans un mois, j'ai rendez-vous avec cette Burgschas Bank, là, l'équivalent de la BPI. OK. Donc il a appelé le banquier, bon, tu vas faire, ouais. Donc en fait, finalement, alors, je l'ai fait parce que j'étais d'accord sur le prix. J'ai pas trop négocié le prix. C'était ma première entreprise. Je l'ai peut-être un peu payé, j'ai peut-être un peu surpayé, mais je voulais me lancer. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est une bonne philosophie, surtout pour la première. Surtout parce qu'au final, tu essaies d'acheter un bon deal, une bonne entreprise, et t'es pas à 10% près. Si c'est un bon deal, c'est un bon deal. C'est pas en baissant le prix de. Si c'est un mauvais deal, tu baisses le prix de 10%, ça reste un mauvais deal. Et une boîte qui peut se planter, comme tu dis, celle que tu aurais pu racheter 1 million et qui fait encore 1 million 10 ans après, ça aurait été pas l'affaire du siècle, tu aurais perdu 10 ans. Donc là, tu en as acheté une qui correspondait à tes critères, et je suis totalement d'accord pour ça. Mon premier achat immobilier, je n'ai pas négocié le prix parce que c'est ce que je voulais. Et en effet, après, quand tu en as un premier, les 10 autres, tu peux être un peu plus regardant. Exactement. Ce que j'aime bien sur ton histoire de banque où finalement tu leur as montré que tu étais persistant parce que tu as eu un premier dossier, puis finalement tu t'es gagné ce contact chez eux, cette confiance, et donc eux ils ont parié sur toi, et donc tu avais cette limite, ce soutien bancaire, et tu les as un peu pris comme un conseil, c'est-à-dire que tu leur as dit tiens, j'ai ce dossier, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu ça? Alors oui, mais après ce qu'il faut voir, tu es quand même caution solidaire sur tout ce que tu fais. Donc derrière, tu as peut-être la BPI. Alors en Allemagne, moi j'ai cette Burgschas Bank qui prend 80% de garantie sur le prêt. Par contre, si ça ne marche pas, c'est sur toi qu'elle tombe. Oui, ça, on va dire que c'est le cas classique, pas pour tous, mais moi ça m'est arrivé aussi, du premier achat. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que quand tu es repreneur individuel, le premier, ça ressemble à ça. Et c'est aussi pour ça que, comme tu disais, faut que ça te corresponde à tes compétences et être à fond. Parce que même si tu n'es pas caution personnelle ou quoi que ce soit, c'est un peu plus. Dans tous les cas, ils vont vouloir se faire rembourser. On n'est pas dans les deals à 50 millions où l'actif, c'est la boîte que tu rachètes et là, tu n'es plus caution perso. Moi, je suis caution perso sur tous les deals que je fais encore. Ils me le demandent à chaque fois. Donc après, je pense qu'il y a quand même un tipping point où à un moment, quand tu commences à être un certain groupe, etc., j'ai pas là d'autres entrepreneurs ou fonds, où normalement ça commence, tu commences à passer des étapes. J'en suis pas encore là, mais l'objectif c'est qu'au bout d'un moment tu sois plus caution perso, tes actifs sont. Quand tu fais rentrer, en fait, ce qu'il faut c'est faire rentrer les banques. Si tu fais rentrer les banques en concurrence, ouais. Mais sur ça, c'est vrai que la banque que j'ai en Allemagne m'a toujours suivi, donc je continue à prendre les assurances chez eux, mais. Donc, comme tu disais, ok, ta thèse, on l'a compris. Ta recherche de deal flow, donc si je comprends bien, tu allais principalement sur des plateformes. Est-ce que tu as déjà essayé de contacter des entreprises qui n'étaient pas forcément en vente pour leur demander si ça les intéressait de vendre? Alors, le premier deal, je l'ai eu grâce à une plateforme. Okay. Et je pense que c'est plus simple, à part de savoir si tu dis je veux faire de la chaussure, bah, tu prends de la chaussure, ok. Et après, mon premier deal, donc je l'ai fait là, il y a exactement 11 ans, quasiment jour pour jour. Je crois que je l'ai signé le 29 mai, j'ai regardé. Je l'ai signé le 29 mai 2015. Donc le premier deal, j'ai fait sur ça. Le deuxième, je l'ai fait très rapidement après parce que j'ai commencé à en parler autour de moi. Je suis justement donc, dans les gens qui vendaient des outils dans la traduction. Donc on a des outils d'aide à la traduction. Quand on a renouvelé le contrat, je lui ai dit à la commerciale, je lui ai dit, tiens, si tu entends parler de quelqu'un qui... Et elle, finalement, elle avait 2 personnes qui allaient à la retraite. Donc si elle partait à la retraite, elle perdait ses 2 licences. Et elle a dit, tiens, je connais quelqu'un qui pourrait. Et donc grâce à ça, mon deuxième deal, il s'est fait comme ça. Et donc aujourd'hui, après ce que j'ai fait en 2021, j'ai scrappé 1000 agences de traduction en France, 1000 agences de traduction en Allemagne. Je leur ai envoyé des emails et je crois que j'ai fait 5 ou 6 deals sur ça. Et on a encore une il y a un mois ou 2 mois qui est revenue vers moi, qui m'a ressorti l'email de 2021 en disant tiens, alors elle avait repris l'agence de sa mère, etc. Et là, on est en discussion. Je pense que ça va se faire assez rapidement. Donc j'ai créé mon deal flow sur ça, en scrapant des bases. Et après, en discutant autour de moi aussi. Ok, donc finalement, je suis totalement aligné avec cette vision de le premier deal, faut accepter d'être caution perso, faut accepter de payer le prix demandé. Bon, bien sûr, faut que ça nous plaise, etc. Mais il faut aussi accepter d'être à 100% dessus. Faut accepter de se dire, tiens, je vois que le patron actuel, on peut au moins faire au moins aussi bien que lui, et j'accepte du coup de faire son taf. C'est pas un truc passif, sauf dans mon cas où j'ai acheté une boîte où le patron était déjà passif, donc ça c'est cool. Mais bon, tu remplaces cette personne, et après, et aussi le prendre, acheter quelque chose qui est disponible, acheter quelque chose qui est déjà en vente, qui est sur une plateforme, pour avoir le premier. Et une fois que tu as le pied à l'étrier, c'est là où tu es dans le business, et j'ai l'impression que les opportunités sont exponentielles parce que
tu es dans le day-to-day, tu parles justement à cette commerciale qui parle à d'autres personnes, tu parles à tes collègues, à d'autres fournisseurs, et c'est là où tu peux créer un deal flow propriétaire. Mais c'est l'étape 2. Oui, parce que la première, alors, à moins de trouver des gens dans ton domaine, si tu es dans ton domaine, Ok, oui. et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile parce que, encore une fois, il y a tous les papy boomers, hein, les baby boomers qui aujourd'hui sont des papy boomers. Oui. Et l'autre jour, je discutais avec un collègue qui était dans le BTP, et lui, il me disait, ah bah tiens, on m'a dit, il y a une C'est vrai, société de c'est vrai. peinture, ici et ça. Les gens, moi, quand j'ai rappelé là, l'agence la première agence à M. Desman, il avait, quel âge il avait? Il devait avoir 35-40 ans. Pour des raisons personnelles, il voulait partir. Mais, donc lui, il était vendeur. Il était vendeur. Par contre, souvent, il y a des gens, ça fait partie des premières questions que je pose, c'est de savoir quel âge vous avez. Et quelqu'un qui, pour moi, en dessous de 60 ans, déjà, bon, 60, en Allemagne plutôt 65 d'ailleurs, je me dis, est-ce qu'il va vendre, est-ce qu'il va pas vendre? Après, il faut aller creuser, quel âge vous avez. Il y a aussi la question de se dire, quel prix tu as en tête? Parce qu'en Bien fait, sûr. on a tous un golden number. Oui, c'est vrai. Et en fait, ce golden number, si la personne, des fois, il me dit, ouais, moi je veux 1 million, et je ne l'utiliserai pas. Ouais. Et c'est là où je reviens toujours sur la discussion. Ce que tu décris, c'est soit un job de M&A. Donc, c'est aussi pour ça qu'on paye des commissions à des cabinets M&A. Ils font ce job d'aller parler à des boîtes. Alors, est-ce que vous êtes prêt? C'est un process psychologique de devenir vendeur et d'être prêt, d'avoir le bon prix. Je pense pas que ce soit à l'acheteur de le faire. Sauf, tu as raison que maintenant, on est 10 ans après ce que tu racontes, et il y a plus d'accompagnement possible et un peu un nouveau job de repreneur professionnel. Et en effet, quand tu es repreneur professionnel et que tu sais que tu es accompagné peut-être par des fonds, des investisseurs, etc., et que c'est un peu plus gros, et que tu vas chercher dans un business dans lequel tu as déjà managé 200 personnes, alors, en effet, tu peux aller faire ce job, mais il faut être prêt à que ça va mettre 6 mois, 1 an de plus, et il faut avoir cette patience en plus pour dégoter et faire ce travail. Donc, c'est... Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui sont suivis par des fonds qui font ça. Si tu n'es pas suivi par des fonds, c'est possible, mais effectivement, il faut suivre. D'ailleurs, je continue à regarder régulièrement sur Fusac, s'il y a des choses, des agences. Je crois que j'en ai acheté. Mon agence française, je l'ai trouvé aussi sur Fusac il y a quelques années. Bon, alors faisons, du coup, ça c'était la première il y a 11 ans. Désolé, je te mets direct les pieds dans le plat, mais tu m'as dit les 100 premiers jours, le fameux playbook, toi, t'es pas bon à ça. Non, parce que, en fait, déjà, quand j'achète une entreprise, je me pose toujours la question que je me pose. Alors, la première question, c'est est-ce que je peux faire aussi bien que le patron? Donc là, alors moi, dans mon domaine d'agence de traduction, il y a des gens, alors quand on est intermédiaire finalement entre un client qui a un besoin de traduction et un traducteur. Alors après, on rajoute de l'intelligence artificielle, la machine translation ou pas entre les deux, mais globalement, tu en as un qui fait le travail et tu en as un qui a le besoin. Donc si je comprends bien, une agence de traduction en général, c'est toujours de l'intermédiation. Oui. Ok. Et on recherche, et notre job, c'est de dire, si le client il recherche une langue, l'anglais, globalement, il peut le trouver. Avec des freelances, il peut le chercher. Bon, après, est-ce qu'ils sont bons ou pas, mais il peut le faire. S'il a 2 langues, ok, 3 langues, 4 langues, 5 langues, 10 langues, 15 langues. Okay. Et finalement, c'est là où on devient, notre valeur ajoutée arrive quand il y a plusieurs langues, puisqu'à ce moment-là, il n'a pas besoin de chercher. Et justement, pour revenir à la question, c'est de se dire, si c'est juste de l'intermédiation avec les mêmes outils que nous on a, parce qu'on a des outils, alors on a des outils d'aide à la traduction, on a des ERP métiers pour faire les devis. Si on a les mêmes, là je me dis c'est bon. Est-ce que j'arrive à faire aussi bien? Normalement oui. Après je regarde, on regarde les clients. Bon, il faut regarder la clientèle. Est-ce qu'on est sur le même type de niveau de prix, la même clientèle? Par contre, s'il y a des gens, des fois ils me disent, moi je suis pas une agence de traduction, je suis une agence tech et je fais de la traduction. Et là ils ont développé des systèmes et des automatisations et ci et ça. Et là, je me dis attention. Parce que ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu dis c'est hors de ma zone de génie. C'est hors de la zone. Et si tu en achètes une comme ça, tu peux l'avoir. Mais si tu en achètes 2, 3, 4, t'imagines, si à chaque fois, il faut que tu mettes... Et encore une fois, sur de la trad, si c'est vraiment de la tech, c'est autre chose. Mais sur de la trad, si tu as vraiment des systèmes différents, des outils différents, des choses... C'est très compliqué à intégrer. Ok, donc ta thèse d'investissement après la première, c'est de dire, tu es quand même, du coup, si je comprends bien, la chance d'être dans un marché où il y a plein de petits acteurs qui font tous à peu près la même chose. Un peu, c'est le même produit. Après, tu as différents niveaux de prix, de qualité, etc. Donc, toi, tu cibles ceux qui correspondent. Qui se rapprochent le plus de moi. Ouais. Voilà, plus de toi. Et tu sais que tu n'as pas besoin non plus de faire des miracles. Il faut juste faire au moins aussi bien. Et que toi, tu as des économies d'échelle, des synergies parce que tu vas peut-être mettre en commun, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas mettre en commun, justement?
Alors, ce qu'on met en commun, alors les traducteurs, on les garde. Les traducteurs, on les garde, puisque globalement, comme je dis, celui qui fait le boulot, Bien sûr. celui qui fait le boulot à la fin, c'est un traducteur, donc on les garde. Et ils sont toujours externes ou ça peut être en interne? Alors, j'en ai quelques-uns. En France, j'ai 3 traducteurs. En Allemagne, j'en ai une dizaine. Aux États-Unis, j'en ai 3. Donc, j'en ai des gens en Ok. interne. Par contre, ça, c'était plus vrai il y a quelques années. Ok. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a moins de besoins. Avant, il y avait des plus gros clients qui avaient des demandes plus régulières. Aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est-à-dire C'est moins que le cas. il y a de plus en plus de freelancing, Voilà. de plus en plus d'indépendants. Bah, surtout avec, bon, avec je dirais les vagues qu'il y a eu, la vague du Covid, où il n'y a rien. Bah, finalement, je me suis retrouvé, finalement, tu te retrouvé pendant 3 mois, tu n'as rien. Donc, il faut continuer à payer les salaires. Donc, c'est là où tu te dis, aujourd'hui, il vaut mieux partir sur du freelance. Il faut mieux partir, en fait, sur du freelance. Mais en France, le fait d'avoir 3 personnes, ça me permet d'avoir une compétence en interne. Ok. Et Ça me permet d'avoir des compétences en interne. ils peuvent être aussi, du coup, j'imagine, manager des freelances. C'est ça, c'est ça. On peut faire un contrôle qualité. Donc, ça, par rapport aux clients, ça peut être intéressant. Ouais, du coup, qu'est-ce que tu mets en commun? Par contre, c'était la Ouais. question sur les synergies. Ce qu'on peut mettre en commun, c'est les outils. Puisqu'on a les outils pour faire les devis, les outils pour approcher les clients. C'est l'expert comptable. Parce que je pense que ça, c'est la base quand on a un bon. Ouais. Alors, en Allemagne, j'en ai un. Et dès que je reprends au C'est ça. 1er janvier d'après, parce qu'on ne fait pas en cours d'année, c'est plus compliqué. Donc, au 31 décembre, 1er janvier, je le passe sur celui-là. En France, c'est pareil. Ça, c'est la première chose que je C'est fais. clair. C'est je regarde, on passe chez l'expert comptable. Les bureaux. Alors aujourd'hui, j'ai un bureau sur lequel en fait, j'ai pas besoin d'avoir différents bureaux. Alors j'ai un bureau à Paris et j'ai un bureau à Strasbourg. Mais plus que ça, quand je rachète, si je rachète, ben, j'aurais pas besoin d'autres bureaux. Et puis j'imagine que c'est beaucoup un métier qui se fait à distance. Voilà. C'est un métier, ça se met à distance. Ce qu'on met en commun, c'est aussi la façon de payer, les traducteurs. Hein. Avant, il y en a, tu as différents outils. Ce qu'on essaie de mettre en commun, c'est les banques. Ok. C'est plus simple d'avoir les mêmes banques. Donc c'est vraiment une question de réorganisation des outils, des process pour être plus efficace. Pour être plus efficace et que ce soit plus facile à gérer. Au Ouais, moins que ouais, le c'est ça. back-office. Le front-office, aujourd'hui, on a plusieurs marques, mais en back-office, on a les mêmes. Et après, je pense qu'il y a une autre différence aussi, c'est si tu achètes un fonds de commerce, alors un asset deal, Ok. ou si tu achètes les titres, donc le share deal, Bien sûr. quand tu achètes les titres, bah, tu achètes toute la structure. Mm. Et donc, quand tu achètes toute la structure, les contrats restent liés avec la structure. La banque reste liée avec la structure, donc la personne sort, toi tu la reprends, et donc tu continues à avoir ta banque, etc. Les accords de confidentialité, puisque la base de notre métier c'est la confidentialité, ça reste lié. Quand tu fais un fonds de commerce, c'est-à-dire que soit c'est une société individuelle, soit que le vendeur, pour une raison diverse et variée, veut garder sa structure, bah là il faut refaire tous les contrats, il faut refaire une banque, il faut refaire tous les accords de confidentialité, il faut demander en fait, alors il faut demander aussi si on a le droit de réutiliser les anciens documents, donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué. Mais justement, j'ai te demandé, est-ce que tu merges les entreprises si tu peux ou tu les laisses indépendantes? Parce que si tu as 10 entreprises qui font 300, 500 000 euros, c'est peut-être moins rentable que d'avoir une qui fait 5 millions. Ça dépend des tailles. Ça Ok. dépend des tailles. Je dirais jusqu'à 1 million, ou un peu moins, 600, 700, 800 000, j'aurais tendance à les fusionner. Ok, Quand c'est un peu plus grand, je les garde pour avoir des spécialités. d'accord. Donc j'ai Dayman qui est plutôt spécialisé sur la communication multilingue. J'en ai une autre qui est plutôt spécialisée dans la pharmacie. J'en ai une autre qui est plutôt spécialisée pour les tribunaux. Et donc comme ça permet d'avoir cette approche. Vous cherchez cher client, vous voulez la traduction assermentée, ben, je vous donne là, c'est un spécialiste. Et on reste dans le groupe. J'ai un peu de mal de me dire, j'ai un nom, et en fait je suis bon, tu veux de la pharmacie? Je fais. Tu veux ça? Ok. Je fais. Tu veux veux ça? pas Je être le fais. supermarché de la traduction. Alors, à tort ou à raison, parce que en fait, les très gros, ils font ça, ils changent tout. Ok. Mais jusqu'à présent, moi, je me suis dit, j'essaye de garder cette approche-là pour garder en fait ce côté spécialisé. Mais encore une fois, c'est à tort ou à raison. Tu as des chiffres impressionnants en nombre de rachats. Donc, déjà, avant de parler de tout ce que tu as pu racheter et de répondre à ma question de comment tu as fait pour financer tout ça, ça c'est vraiment, je pense que ce qui fait rêver tout le monde. Déjà, le premier, comment tu as plus ou moins les ordres de grandeur, combien ça valait, combien ça faisait de chiffre d'affaires, combien de personnes, combien ça a rapporté, avec ce que tu peux dire, bien sûr, quelle est la partie banque, la partie est-ce que tu as eu un crédit vendeur, est-ce que tu as mis de l'argent perso, pas perso, comment ça s'est passé ce financement, surtout que tu étais employé,
Je sais pas si tu avais beaucoup d'économies, mais tu as réussi. Pas Comment tant tu as que fait ça, du coup alors la première c'était en Allemagne. Mhm. Dayman, c'était à peu près 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. On avait 6 employés. Euh, alors en EBITDA, je crois que ça c'était aux alentours de 4-5. 4-5 Tu et veux dire donc le multiple que tu as le racheté? multiple Ok. d'EBITDA, ouais, le multiple d'EBITDA. Et on se rapprochait, allez, on se rapprochait du million. Il y avait à peu près 30%, pas à peu près, il y avait 30% de crédit vendeur sur les 5 premières années. Et il y avait alors, je ne sais pas si ça existe en France, mais en Allemagne, il y a un système qui existe. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi les entreprises allemandes restent plutôt en possession des personnes en Allemagne. Il y a un système qui permet d'emprunter jusqu'à 1,2 million d'euros en apportant 15% plafonné à 75 000. Donc tu achètes une boîte qui vaut 1,2 million, Ok. on te demande d'apporter seulement 75 000. Et donc c'était ça, c'est ce qu'il a fallu apporter. Alors je ne les avais pas, j'ai fait de la love money, j'ai tapé dans le découvert, j'ai Et ça, fait... c'est un système un peu de l'État, Ouais, c'est un système de l'État. comme je crois aux États-Unis, ils ont, comment ça s'appelle Ouais, je me rappelle plus du nom. Voilà. Mais effectivement, alors oui, c'est un système de l'État. Je pense que ça existe toujours. Et donc, le taux d'intérêt est basé sur la solvabilité de l'entreprise. Ok, c'est donc déjà en France, comme tu disais, on a maintenant la BPI, c'est devenu vraiment bien, mais alors là, c'est encore un autre niveau. C'est encore mieux. Et on a commencé, mais en fait, la question, c'est pourquoi créer et pourquoi créer et pas racheter. Quand tu crées, finalement, personne ne te prête de l'argent. Ouais, En c'est gros, on vrai. se dit, tu vas te planter. C'est Donc, vrai. tu veux des sous, tu veux 10 000 euros, bah, tu galères pour toucher 10 000 euros. Alors que, après, bon, j'ai appris à parler le banquier. J'ai appris à parler le langage du banquier. Le banquier, il te regarde toi, et toi, t'es rien quand t'as pas d'entreprise. Donc, il dit, ouais, bon, vas-y, combien tu mets? D'accord. Alors que quand tu achètes une entreprise, il te regarde toi, il se dit, est-ce que sa personne, elle colle à l'entreprise? C'est un peu ce Ouais, qu'on disait au début. Il se dit, bon, est-ce qu'il a le profil? Et après, il regarde l'entreprise en bien sûr. elle-même. Il regarde du bilan. Et là, le banquier, il comprend. Il regarde du bilan, il regarde du résultat, il voit des fonds propres, il voit ci, il voit ça. Et donc, il va te prêter l'argent basé sur ça. Ouais. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple alors, à mon avis, hein, de récupérer 200 000, 300 000, 500 000. Après, bon, il y a des histoires d'apport, hein, bien sûr. Mais aller chercher 500 000 euros, un banquier, il va se dire, Ouais. ben voilà, la société, elle y arrive. Oui. Tu prends la caution. La BPI te couvre à 80%. Mon risque, si tu m'apportes 10, 15, 20%, mon risque est limité. C'est vrai. C'est banco, parce que tu parles son langage. Alors que si tu lui dis, parce que le banquier, quand il voit moi de la traduction ou qu'il voit des gens qui font autre Une chose, startup, si quelqu'un invente la nouvelle IA de la traduction c'est et que tu ça. vas le voir, il est où le compte de résultat? Mais le banquier, en fait, faut voir ce qu'il faut. Lui, Bien sûr. il me voit moi arriver avec de la traduction. Le lendemain, il a sûrement quelqu'un qui fabrique des sièges. Après, il a quelqu'un qui fabrique des livres, quelqu'un qui fabrique des micros. Et il fait quoi, lui? Il regarde le bilan. Mm. Il se dit l'entreprise, il regarde le récurrent. D'ailleurs, moi, quand j'achète, c'est ce que je regarde. Je regarde. En fait, je me dis, soit il y a du récurrent. Alors maintenant, c'est un peu moins vrai avec la situation économique, avec l'intelligence artificielle. Mais avant, globalement, je me disais, s'il y a du récurrent, si une entreprise qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires achète de la traduction depuis Oui. 5, 6 ans, 10, 20 000, il y a des chances quand même qu'elle fasse à peu près la même chose. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Ok. Mais je regarde, il y a deux choses. C'est soit tu as du récurrent, soit tu as une machine à lead. Mm. Et donc j'ai Très racheté bien. une agence qui s'appelle A4 Traduction, qui était bonne en SEO, qui était positionnée même sur le keyword traduction avant. Bon, ça rapporte rien, mais au moins tu es identifié sur le... Ok. Et elle nous crachait 4-5 leads par semaine. Donc à mon avis, tu as ces deux côtés à regarder. Soit tu as le côté récurrent, les clients, soit tu as le côté comment je gagne des nouveaux clients. Parce que si tu n'as pas de clients récurrents et que tu n'arrives pas à en faire, compliqué. Là, tu viens en 30 secondes de faire exactement le speech que j'ai fait 200 fois avec Samsara quand on vendait, j'expliquais aux gens combien pouvait valoir leur agence. C'est comment tu valorises une agence. Et là, tu viens de donner exactement les arguments les plus importants. Surtout qu'on avait la discussion avant de qu'est-ce qui reste aujourd'hui en 2026 de valorisable dans une agence. Bah, tu l'as dit, c'est qu'est-ce qui fait qu'une agence se démarque. Et là, je parlais de moi à l'époque d'agence marketing, mais c'est la même chose avec une agence comme toi. Est-ce qu'il y a des clients qui sont récurrents, qui ont du repeat? Ils ne sont pas obligés d'avoir un contrat sur 10 ans, mais si tu vois qu'ils reviennent tous les ans, tu peux considérer qu'ils vont continuer. Ou alors, est-ce que tu as quelque chose qui fait que toi, tu arrives à attirer des clients plus qu'un autre? Si tu es une agence Google Ads parmi 1000, est-ce que tu as un truc? Et en effet, tu peux avoir une position 1 sur Google ou...
Même si aujourd'hui, ça aussi, ça a tendance à changer avec les updates, avec l'intelligence. Dans tout cas, j'ai artificielle, l'impression etc. aussi qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être intéressant dans la cible des agences de traduction que je connaissais pas avant. C'est que j'ai l'impression que c'est hyper niché et tu vas avoir quelqu'un qui est l'agence number one sur la pharmacie ou pas forcément. Il y a ça aussi, mais c'est là aussi, en fait, on rachète un historique. Donc, tu as des gens, et c'est là, alors ça fait partie. Donc, effectivement, comme on dit, regardez le recurring et la possibilité de créer de nouveaux clients, soit l'un, soit l'autre. Idéalement, les deux. Ouais. Voilà, c'est le top. Euh, et ensuite, le but, c'est de regarder la clientèle. Moi, je demande aussi je demande sur les 3 à 5 dernières années, le top 15. Et je regarde, bon, s'il est stable, et je regarde après la dépendance du client. Tu as une société qui a un client qui fait 60%, 3 clients qui fait 80%. Je peux y aller. Alors, j'ai des collègues qui ne dirigent jamais. Moi, je peux y aller, mais en termes de valorisation, effectivement, il y a un risque à répartir entre le vendeur et l'acheteur. Et évidemment, quand on analyse du coup où est la valeur d'une boîte que tu achètes, quels sont les actifs, il y a une question qui se pose aussi, c'est toujours, c'est quoi un peu la motte, c'est quoi l'avantage concurrentiel défendable qu'ils vont avoir. Comment toi tu arrives à analyser ça dans un métier qui évidemment, je pense que depuis le début que les gens regardent, ils sont là, IA, Claude, comment tu analyses ça pour pas faire une connerie, acheter une boîte 4 fois l'EBITDA et qu'au bout de 6 mois, elle vaille plus rien parce que tu as loupé un truc. C'est quoi les mots encore qui existent dans ton business à toi ou que tu cherches? Alors, j'aurais tendance à dire que dans la traduction, alors l'IA, ça date de 2022. La traduction, alors le Google Translate, ça date déjà il y a très longtemps. DeepL aussi, c'était déjà très fort. DeepL, bon, qui est une société allemande et qui est une très, très bonne société. Je suis content qu'il y ait des sociétés européennes qui s'en sortent. Oui, Je suis très content. Mais ils produisaient déjà des bons résultats. Donc en fait, on dit un peu dans le métier qu'on est on est des précurseurs. Parce que ça fait des années qu'il y a de la traduction machine. Comment on fait pour différencier? Je crois qu'il y a déjà une partie, les données. Claude, c'est bien, mais tes données, elles vont où? Bon, ça c'est en train d'être résolu avec les modèles open source. Et justement, ça c'est la prochaine question. Ouais. Tu as les petits clients, tu as les très gros clients. Alors les très gros clients, etc., eux, ils sont déjà passés ils ont des équipes pour développer leurs propres outils. D'accord. Après, tu as les tout petits clients pour qui la traduction, c'est pas stratégique. Ouais, le gars, il se dit, vas-y, je traduis, c'est bon, mon site internet, je le fais. Après, il y a tout ce qui est, il y a le durable. Il y a une brochure. Quand tu fais une brochure, forcément, ça dure. Donc là, tu as envie que ce soit parfait. Okay. Tu as tout le post, la communication, c'est des choses qui ne vont pas durer. Donc ça, effectivement, mais moi, j'utilise des fois quand je dois poster en allemand, je poste et s'il y a des erreurs, bon, tu vois. Donc, pour répondre, l'IA, ça nous fait, bon, ça a fait du mal. En gros, on disait que quand DeepL gagnait 1 euro de chiffre d'affaires, ça remplaçait à peu près 4 ou 5 euros de traduction humaine. Donc, il y a le marché, en fait, on a déjà une certaine tendance à la baisse, dans un sens. Dans un autre sens, tu as aujourd'hui la possibilité de faire beaucoup plus de contenu multilingue. C'est ce que je dis à mes clients quand on fait des traductions site internet, je dis tu fais 2 langues bien, et ça on le fait, on va chercher la terminologie, on va regarder ce qui rank, et après tu en fais 10. Ok, donc tu as fait 15. Tes prix ont évolué aussi proportionnellement. Tes prix, tes offres. Oui, mais c'est là où on est dans le service. Il faut comprendre ce que le client veut. Est-ce que le client, est-ce que c'est important la traduction? Est-ce qu'il a vraiment envie de se développer sur un marché? S'il a vraiment envie de se développer sur un marché, entre nous, bon, l'intelligence artificielle fait des choses très bien, mais quand tu lis un site internet qui a été fait sur l'intelligence artificielle, tu le vois assez rapidement. Et on dit dans la traduction aussi, si tu veux me vendre, c'était un Allemand qui avait dit ça, si tu veux me vendre, il faut que tu parles ma langue. Donc il faut vraiment que... On a des clients qui ont fait leur site en DeepL et qui maintenant reviennent en disant ouais mais bon, on arrive moins bien à vendre. En fait finalement c'est la même chose que dans toutes les agences et c'est un peu la même réponse à toutes les questions sur qu'est-ce que l'IA va remplacer, pas remplacer. C'est finalement une question de quelle est l'importance de cette tâche pour le client et quel est le profil du client. C'est-à-dire que, comme tu dis, le gars qui veut juste faire un e-commerce en dropshipping à l'appel, il n'a pas besoin parce qu'il n'a pas de valeur ajoutée. Mais celui qui vend des pelles électriques à 100 000 euros à l'autre bout du monde, on fait des très grosses grues. Voilà. Celui-là, quand tu fais il faut que ce soit pas mal. Ils peuvent investir une partie pour avoir quelqu'un dont c'est le métier qui est responsable. Et c'est ça la différence, finalement, ce qu'on dit, c'est que l'IA, s'il fait une connerie, tu peux pas le virer. Il s'en fout que tu le vires. Il n'a pas son salaire. Alors que vous,
vous êtes responsable, vous êtes payé, et donc vous allez faire les choses bien. Vous allez être le côté. C'est ça que tu peux pas. C'est la dernière chose qu'on ne pourra pas enlever à l'IA, on ne pourra pas déléguer à l'IA, c'est le sens de la responsabilité. Mais c'est la confiance. Moi, ce que je dis souvent dans la traduction, on vend du vent. Puisque quand on vend du chinois, c'est du chinois pour nous, c'est du chinois pour Rosé. C'est du chinois pour tout le monde. C'est du chinois. Par contre, on vend de la confiance. Donc moi, on me fait confiance de me donner 15 langues qui seront livrées dans un temps donné. Et donc moi, j'ai le choix des freelance, j'ai des agences. Et donc nos clients, ils viennent, ils me disent je veux du vietnamien, j'ai tout ça à faire, fais-le. Et il nous faut confiance. C'est très vrai. Ils pourraient chercher, ils pourraient trouver, ils pourraient se planter, ils pourraient ne pas se planter. Mais en fait, ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est vers là où ça tend en fait, c'est de dire le service, il faut être encore plus proche du client, encore plus comprendre, encore plus dire bon, tu as cette machine qui va arriver. Par exemple, si on prend l'interprétation, quand il y a eu le Covid qui est arrivé, tout le monde s'est dit l'interprétation, ça va disparaître. L'interprétation. C'est quoi exactement? Alors l'interprétation, la traduction, c'est de l'écrit. L'interprétation, c'est la traduction orale. Ok, donc tu fais du dub. Voilà. Donc, tu as quelqu'un qui parle en français et par exemple, un exemple une prestation qu'on vient de faire, dans la salle, il y a un Égyptien qui est le responsable en fait en Égypte de ce client qui comprend pas le français et donc lui, il a besoin de lui faire en anglais la traduction. Quand le Covid est arrivé, on a tout dit ça va se faire en ligne, Interpretify, etc. Aujourd'hui, le segment, donc si on considère que la traduction et l'interprétation, c'est le plus gros domaine, c'est un domaine similaire, qui est estimé à peu près 50-60 milliards. Le segment qui croît le plus actuellement, c'est l'interprétation. Donc, je crois que les gens essayent. Mais après, on parlait tout à l'heure d'agence Google Ads. Google Ads, finalement, moi, je ne sais pas faire et je n'ai pas envie d'apprendre. J'ai envie d'avoir une agence, je fais confiance à cette agence et qui me donne des résultats. S'il n'y a pas de résultats, je change ou j'arrête. Et nos clients, c'est ce qu'ils font. Encore une fois, il y a les très grosses, très gros, Microsoft, etc., qui étaient déjà pas mes clients, qui étaient très gros, qui eux cherchent alors soit du prix, soit ont la possibilité de développer leur propre modèle, leur propre terminologie parce qu'ils ont suffisamment de mots. Et à mes clients, le Mittelstand allemand ou ces sociétés françaises, la PME ou le TI, qui a besoin d'avoir un bon partenaire qui dépense chaque année peut-être 20, 30, 40 000 euros de chiffre de 40, 50 000 euros en traduction. Il pourrait très bien développer ces modèles et ci et ça. Mais moi, je dis à mes clients, en dessous de 100 000 euros, je considère que ça ne vaut pas le coup. Parce qu'ils vont passer beaucoup de temps de chiffre d'affaires de traduction par an. Je considère que ça ne vaut pas forcément le coup d'aller chercher, d'acheter des outils. De le faire eux-mêmes. De le faire eux-mêmes. Oui. Au-dessus, ça vaut le coup. Non, mais tu vois, c'est un bon rappel que c'est hyper important d'être sur un marché où il y a où ta cible a un vrai besoin. Elle sait pourquoi elle passe par toi. Elle a déjà réfléchi à passer à le faire elle-même. Elle sait que c'est pas son job. Un freelance, pareil, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut un autre niveau de qualité. Et aussi, j'imagine que pour les 20 à 50 000 qui vont dépenser chez toi, eux, ils voient le ROI où tu arrives justement avec tes techniques de vente à leur montrer qu'ils vont faire x10, x100, peut-être. Et on leur fait économiser du temps. On leur fait économiser du temps, puisque s'ils ont besoin de quelqu'un demain, vendredi, ils ont besoin d'une traduction en allemand, on va leur trouver quelqu'un. On va leur faire. Trop bien, donc là on a rentré, on a parlé du sujet chaud de l'IA dans ton marché. Ton marché du coup qui a commencé avec un premier achat et aujourd'hui tu en as fait combien au total? Une vingtaine, j'ai dû en faire. Alors petit, gros, il y a des plus grosses agences, des fois j'ai racheté que des clientèles, des fois j'ai acheté des sites internet parce qu'il y avait du lead. Donc, Mais ça c'est intéressant. Tu nous as aussi expliqué qu'il y a ce système-là de financement incroyable, mais ça marche que pour la première ou tu peux faire ça 10 fois? Alors tu peux le faire plusieurs fois. Je l'ai fait en Allemagne 2 fois. Et après, quand je suis arrivé en France, parce que mes banques allemandes ne me suivaient pas en France. En fait, pour être suivi à l'étranger, je crois que c'est au-dessus de 15-20 millions. Donc moi, j'étais pas dans ces niveaux-là. Et ce que j'ai fait en arrivant en France, j'ai demandé aux banques du vendeur. J'ai dit, quelles sont tes banques? J'ai été en contact avec ces banques. Et là, j'ai parlé banquier en disant, monsieur, la traduction, je sais faire. Ouais, ça c'est sûr. Voici des bilans. Et voilà. Et donc, je lui fais le bilan. Et donc, après, il y a l'histoire de LBO, Mais je reviens en fait sur le bilan. Oui. Je lui montre le bilan. Je suis la personne. Il regarde le bilan. Pour la reprise, en fait, je pense que c'est souvent ça. Il regarde le bilan. Est-ce que ça vaut tant? Et deux, il regarde la personne. Est-ce que cette personne est la personne qui passe à ce niveau-là? S'il y a les deux, normalement, c'est jouable. Et là, t'en étais où au moment où tu es venu acheter une boîte en France? C'était quoi ton track record pour aller convaincre les banques? J'étais en Allemagne, on devait être à peu près à 5 millions. On devait faire à peu près 4-5 millions. Donc on est arrivé en France
Traducteo fait entre à peu près 2 millions d'euros de Ça, chiffre c'était la d'affaires. boîte que tu as achetée en France. C'est la boîte que j'ai achetée en 2021 en France. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as senti que ça devient de plus en plus facile de convaincre les banques et d'acheter d'autres boîtes au fur et à mesure? Ou est-ce que c'était déjà, à partir du premier, ça commence à dérouler? Alors, je reviens à parler le banquier. Ouais. Quand tu as des résultats, quand la société tourne bien, Celle on que tu avait achètes? 3 banques. Celle que tu achètes ou la tienne? Oui, celle que tu achètes. Ok. On avait 3 banques. Les banques, elles se battent en fait pour te financer. Parce qu'elles savent. Alors, elles se battent. J'exagère peut-être. Mais globalement, elles sont prêtes à te financer. S'il y a, bien sûr, comme toujours, après conditions suspensives, une garantie BPI et un apport, etc. Et garantie perso? Et garantie Ouais, perso. la garantie perso, au bout d'un moment, s'ils la prennent 2-3 fois, elle n'a plus vraiment de valeur légale. S'il y a 10 banques qui ont 100 000 euros ou 300 000 euros sur ta tête. Et c'est là où je reviens. Alors, sur un des points, quand je me suis lancé, et là, je me dis, globalement, en Allemagne, alors je crois qu'en France, c'est un peu plus sécurisé qu'en Allemagne, mais en Allemagne, si maintenant, au bout de 11 ans, j'arrive pas à rembourser mes dettes, je fais faillite, et en fonction des sommes, je me retrouve en faillite personnelle. Euh, autant le faire, autant se lancer, autant se lancer pour 1 million, 2 millions, plutôt que pour 100 000 euros. Donc en fait, à partir du moment où tu as décidé d'y aller, tu y vas, et donc faut se lancer. Après, pour répondre à la question, caution solidaire, est-ce que ça... Encore une fois, c'est comme une assurance. Tant que tu l'utilises pas, tu sais pas ce qui va se passer. Euh, ok, donc tu nous as dit une ou deux, enfin deux en Allemagne, tu as réussi à du coup, utiliser ce même système. Et ensuite, du coup, qu'est-ce qui a fait que. Comment tu as trouvé ces autres boîtes et comment tu as réussi à chaque fois à les financer? Je pense qu'à chaque fois je reviens sur ces questions, mais ça paraît un peu magique de l'extérieur. Moi, j'ai pas de fonds derrière moi, donc c'est moi. Je Ouais. discute avec des gens qui finalement sont des entrepreneurs comme moi. Euh, et souvent, j'arrive à ce qu'ils veulent, c'est qu'on continue leur entreprise. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on garde les employés. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, en fait, d'avoir aussi racheté des entreprises qui avaient fait faillite. Et donc, je crois que j'ai à peu près 20-30 employés qui finalement auraient perdu leur job que j'ai gardé. Bon, ça, c'est un autre sujet. Concernant les financements, il y a la possibilité de faire du crédit vendeur. Il y a la possibilité, à partir du moment, à partir du moment où tu as le cash, le LBO, ça te permet de rentrer. Quand j'ai acheté, j'avais 2 années sans remboursement. Donc globalement, tu rentres les 2 premières années du cash, que tu gardes un petit peu. Et après, j'ai acheté. Alors, j'ai pas acheté chaque fois des grosses entreprises. Il y en a certaines qui faisaient. La plupart, elles étaient peut-être aux alentours de 400, 500, 600 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, ça vaut aller entre 50 et 200 000 euros. Et au bout d'un moment, quand tu as le cash qui tourne, tu arrives à soit faire des crédits avec la banque, des crédits court terme, Ok. soit finalement prendre sur ton cash. Ok. Et ok. Donc, est-ce qu'aujourd'hui ton job c'est de chercher des entreprises, d'essayer de les racheter, de négocier? Est-ce que tu considères que c'est ton job quasiment à plein temps, ou est-ce que ton job c'est CEO est-ce que gérant, opérateur des différentes boîtes? J'ai toujours essayé, après c'était un traumatisme personnel peut-être, j'ai toujours essayé de me dire qu'il faut que l'entreprise tourne sans moi. L'entreprise doit tourner sans moi. C'est l'idéal de. Oui. Sans moi, et c'est surtout se dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui continuent à payer les salaires, ou au moins avoir une double fonction de vérification, d'appuyer sur le bouton. Ouais. Mais si demain tu décèdes, qui c'est qui appuie sur le bouton? Et si personne n'appuie sur le bouton, que tu es tout seul, ta boîte en 6 mois elle disparaît. Et c'est bête, mais se dire payer les salaires, Ah ouais, c'est bon. parce que la comptable, en C'est fait, tu vrai as une double fonction. La comptable, elle fait la première. Si toi, tu vérifies que tu n'étais plus là, il n'y a personne qui paye les salaires. Si tu ne payes pas tes salaires, machin, la boîte, elle dépérit. Et donc tout le monde perd son job. Et donc tout le monde perd son job, et machin. Et parce qu'après, s'il y a des successions, décider ça, bon, on va pas aller dans le détail. Mais c'est juste pour dire, ça fait partie des points de se dire, dès que j'arrive, ça, c'est une chose que je fais en sorte que ça tourne sans moi. Et après, effectivement, aujourd'hui, la plupart de mon temps, j'essaie de ne pas être dans l'opérationnel, pas du tout. Par contre, quand il y a des gros clients, j'essaie d'être là. Je pense que le fait là de mettre le patron dans la boucle. Alors j'essaie toujours d'être en deuxième vague. Okay. C'est-à-dire, je donne les informations à mes employés, je les forme, je leur dis t'essayes, et si ça passe pas, moi je mettrai une deuxième. Parce que si moi je viens en premier et que ça marche pas, j'ai perdu mon joker. Donc ça, j'essaie de le faire comme ça aussi, de les former et d'être derrière, de dire je vais négocier avec le patron, t'inquiète, je vais essayer de voir. Très souvent, c'est oui, parce qu'on en a discuté avant. Mais
je ne suis pas dans l'opérationnel. J'ai soit des responsables d'agence, soit des CEO Ok. qui font tourner, qui font l'opérationnel. Et donc, moi, j'essaie plus de faire de la reprise. Ouais. Et justement, ces CEO, est-ce que tu as eu dans tes rachats des gens qui étaient déjà des gérants qui sont restés ou des numéros 2 qui sont passés numéro 1? Ou est-ce que tu as Alors, trouvé des personnes toi-même? des gérants qui restent, c'est compliqué. Mhm. Parce qu'en fait, la Pas- motivation est plus la même. Oui, La surtout motivation est plus la même. dans ta niche à toi, dans ce que tu cherches ce monsieur qui va être à la retraite et justement qui veut que tu lui rachètes sa boîte et que tu gardes tout le monde et qu'il y ait une succession. Enfin, c'est vraiment ce côté succession, c'est aussi ta thèse. Alors, oui, parce que c'est plus simple, mais pas que. Ok. Pas que, en fait, il y a des sociétés qui sont plus. Par exemple, Traduto, c'était pas le cas. C'était plutôt quelqu'un qui voulait Oui, se t'es jeune. retirer. Oui, il était jeune. Mais globalement, effectivement, aujourd'hui, allez, 90% des gens avec qui je discute, c'est des gens qui veulent partir à la retraite ou c'est des gens qui sont en difficulté. Et là aussi, étant donné que j'ai ma base, je peux les reprendre. Faire monter des numéros 2 aussi. Mais alors, pour revenir en fait à ce que tu disais aussi tout à l'heure, en intégrant tout, si j'intégrais tout, que je fais une grosse unité de 3-4 millions, il faut structurer plus. Et là, il faut rentrer un CEO. Hmm. Alors qu'aujourd'hui, moi, j'ai peut-être des plus petites unités, 1 million, 1,5 million, 800 000 euros, 300, 400 000 euros qui tournent tout seuls. Combien de personnes dans chaque plus ou Ouais, moins? ça dépend. Admettons qu'on peut dire qu'on peut faire 250, à peu près 250, 300 000, entre 200 et 300 000 euros de chiffre d'affaires par chef de projet. Ok. Et donc voilà, donc admettons 1,5 million, ça peut faire, tu as besoin de 5-6 personnes. Rajouter un Ça, CEO, d'ailleurs c'est toi, c'est le sujet que tu as eu la il y a quelques recherche. temps que j'avais vu, la recherche, etc. C'est, tu rajoutes un CEO pour faire tourner 1,5 million, je pense que le C'est gars, limite. c'est limite, il va faire son job. En fait, il va créer son job, il Hmm. va créer des process. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, je ne l'ai pas forcément fait. Parce que, sous-entendu, quand c'est 5-6 personnes, des petites unités comme ça, entre guillemets, ça tourne tout seul, il n'y a pas besoin les gens ils sont dans la même pièce, ils se parlent. Et si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est alors soit tu as des clients récurrents, donc c'est-à-dire que les chefs de projet connaissent les clients, donc ça tourne, en gros ils les connaissent, il faut seulement qu'ils se demandent. Alors moi je les pousse à devenir, je les fais passer de chefs de projet à des responsables de compte. Et en fait, responsable de compte, tu raisonnes pas en disant il y a un projet, je fais le job, je le livre, la traduction, c'est plus d'aller chercher J'ai un qu'est-ce qu'il y client, qu'est-ce que je a, fais pour. essayer de le développer, tiens, il n'y a pas quelqu'un d'autre, essayer ça, Tu d'aller. leur as fait lire ton livre de commercial? Tu l'as pas Ben, encore écrit? c'est compliqué. C'est encore une fois, c'est compliqué, mais ça fait partie des choses. Ça fait partie des choses que j'essaie de faire monter sur sur les chefs de projet. Mais par contre, 4-5 personnes, mettre un CEO, j'ai quand même peur que ça alourdisse la totalité. Donc, je les fais tourner. Par contre, là, bon, j'ai deux plus grosses agences. On est plutôt aux alentours de 2 millions, 2 millions et demi. Là, j'ai des CEO. Là, j'ai des CEO qui vraiment font tourner. Il y a à peu près une quinzaine, bon, oui, 10-12 personnes. Donc là, il y a vraiment des CEO qui Et comment tu les as trouvés? Alors là, c'est des gens qui sont restés, Ok. mais on a fait le deal de telle manière que ils restent, il y a des earn-out où ils sont impliqués comme ça pendant 2-3 années. On avait la société allait un peu moins bien, donc j'ai dit bon voilà, je paye tant maintenant, je rajoute et si ça va mieux dans quelques temps, tu récupères quelque chose. Donc c'est surtout ça. Mais du coup, c'est provisoire, c'est 2-3 ans. C'est 2-3 ans. Donc Et là, après, il tu faudra trouver une repousses, tu solution. repousses le problème. Ben, pour l'instant, ouais, alors jusqu'à présent, j'ai pas eu. C'est ça aussi qui est bien dans la reprise, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je crois que sur les 11 dernières années, j'ai dû embaucher 3 personnes, 4 personnes. Parce qu'en gros, tu rachètes des équipes qui sont bien, Oui. normalement. Parce que si la boîte elle est là, si la personne est là Ouais. depuis 4, 5, 6, 7 ans, Ouais. ben, elle tourne. Ouais, toi, tu es dans cette. Voilà, après, c'est ce profil d'entreprise que tu cibles qui, justement, on parlait de. Tu fais pas grand. Tu essaies pas de la révolutionner. Et limite, tu disais comme si c'était un défaut. Non, c'est un peu ce que fait Warren Buffett. Il cherche des boîtes qui marchent déjà. Il dit oh, c'est super, je vous laisse tranquille. Vous êtes déjà bon, je suis pas là pour révolutionner. Ça dépend, en effet, de la thèse. Je retiens ce point hyper intéressant de dire, en fait, 10 entreprises ou 10 groupes de 6 personnes n'ont pas vraiment besoin de manager. C'est autogéré. Par contre, 60 personnes d'un coup, tu crées de la structure. Ça, c'est autre Et chose. si tu prends un CEO trop tôt, comme tu dis, c'est quoi son job? Il va devoir se le créer et finalement, tu crées de la structure autour de rien dans un contexte de stabilité. Après, peut-être que, bon, par exemple, si on, Contexte de croissance, c'est un voilà, peu différent. c'est ça. Mais toi, la croissance, du coup, si je comprends bien, si on raisonne à l'échelle du groupe, en pourcentage, ce serait fou, tu as fait fois je sais pas combien en 10 ans, c'est 90% via le M&A. Ah oui, 90% via le M&A. Et après,
Alors moi, je suis commercial, hein, comme je le disais. J'ai vendu du service en B2B et ça dure très longtemps. Oui. Parce que on vend de la confiance, c'est ce que je dis. On vend de la confiance, on ne vend pas des choses que tu peux remplacer, on ne dit pas t'achètes Renault, machin. Euh, donc pour gagner la confiance, ça dure très longtemps. Sauf si la personne n'est pas contente. La traduction, c'est ça, si tu es content, la personne connaît tes machines, connaît ta terminologie, connaît ce que tu veux, donc il reste. Et en gros, je me suis dit, c'est ce que j'ai découvert quand je suis rentré, je me suis dit, mais si je veux, en fait, si je veux garder, soit je gagne cette confiance, soit j'achète cette confiance. Et en fait, en achetant des agences, j'achète la confiance. Tu achètes l'historique. J'achète l'historique et moi je leur dis que ce soit Cédric, que ce soit Théo, que ce soit Jean-Paul, en fin de compte, la personne qui fait le boulot, c'est les traducteurs, on les garde, on garde la terminologie, faites-moi confiance, et faites-moi confiance les 6 premiers mois et on en reparle. Et en faisant comme ça, normalement ça passe, ça passe. Ils ont peu de chances de changer. Ils ont vraiment peu de chances de changer, sauf, et là on revient sur ce que j'appelle l'intuito personae, c'est-à-dire que si la boîte est très liée, hein, par exemple un traducteur qui traduit, je ne sais pas faire. Un photographe qui fait des photos, je ne sais pas faire ces photos. Tu ne sais pas, tu peux pas racheter sa boîte parce que tu rachèterais un job. Ouais, tu rachètes son job et tu ne peux pas petit. changer. C'est trop petit et ça ne marcherait pas en fait. Moi, j'achète des clients et alors soit j'achète le traducteur avec, mais si c'est le traducteur lui-même qui traduit, c'est ce que je dis, c'est trop lié à lui. Oui, donc c'est là, beaucoup trop lié tu à lui. reviens à tes critères d'achat. Une entreprise qui fait de traduction qui fait 200 000 euros, en fait, c'est pas une entreprise, c'est un freelance on stéroïde. Alors, soit c'est un freelance et ça ne m'intéresse pas, soit c'est de l'intermédiation où j'ai un chef de projet ou une chef de projet qui finalement est le contact entre le client et le traducteur. Et à ce moment-là, à partir du moment où si la marge est correcte et si ça tourne, là, ça m'intéresse de reprendre. Okay. Sinon, je ne peux pas reprendre. Sauf si cet intermédiaire, il est pote avec tous les clients et que s'il part, ils partent avec. Et là, c'est aussi... Alors ça m'est arrivé une fois. Alors ce qui m'est arrivé, et ça aussi c'est un autre critère, j'avais racheté une agence qui vendait au-dessus du prix de marché. Okay. Donc admettons que dans la traduction on dit bon, admettons que le prix homo c'est 15 cents, et lui il vendait à 20, 22, je me suis dit, donc il avait une marge de fou. Et je me suis dit, c'est génial, je vais racheter ça, il est bon. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai racheté, et je crois un des premiers entretiens que j'ai eu avec le client final, il m'a dit le prix là, trop haut, on baisse. Et donc c'est là que je me suis dit, quand on achète trop bas ou trop haut, ça c'est une des questions que je pose toujours. Je ne demande pas les prix à qui ils vendent aux clients, auxquels ils vendent aux clients, mais je demande, est-ce que vous êtes à peu près dans ce niveau-là? Okay. S'il est beaucoup plus élevé et qu'il n'y a pas d'explication rationnelle sur la valeur ajoutée, j'irai pas. S'il est beaucoup plus bas, je comprendrai pourquoi. Et j'essaierai de comprendre pourquoi. Et s'il est trop bas parce que finalement... peut-être qu'il met de la traduction automatique et qu'il ne le dit pas, ou qu'il achète, il fait travailler des étudiants, ou il achète. J'irai pas non plus. Okay, tu vois quand tu rentres dans le détail comme ça de ton expertise finalement, enfin là on remarque ton expertise sur cette niche et je trouve ça génial. Moi qui suis toujours en train de réfléchir à est-ce qu'il faut acheter des boîtes qui sont toutes exactement pareilles, ou est-ce que tu peux te permettre de dire mes critères c'est ça et donc on peut faire ça. Toi tu es dans ce cas numéro 1 et du coup tu es vraiment devenu un expert et tu penses à des choses, des critères pour pas te faire arnaquer qui sont hyper avancés parce que tu es déjà passé par là, parce que tu en as déjà analysé des milliers et je trouve ça hyper inspirant. Et c'est pour ça que ça peut aller plus vite. Finalement, en l'espace de 2 mois, je dirais 2 mois, 3 mois, on peut faire un deal. Okay. Parce que globalement, je me demande, comme je dis, est-ce que je peux faire aussi bien? Intuito personae, est-ce que finalement la boîte elle est très liée au client, très liée au patron? Monsieur Desman, par exemple, il habitait à 500 km donc il a du Saint-Laurent, il habitait dans le nord, il venait 2 fois par mois. Et quand je commençais à discuter avec lui, je lui dis on se voit quand? Il me dit ça dans 2 mois. Là, tu te dis si moi je suis sur place, peut-être que j'arriverai à faire mieux. Si tu as les clients, finalement le top 15 sur les dernières années, s'ils vont au prix marché, normalement tu te dis, tu vois, là après tu as le prix, parce que si le gars il te dit je veux un prix qui est beaucoup trop élevé, une fois que tu as fait le tour de ces 4, 5, 6 questions, globalement tu te dis oui, non. Après bon, tu demandes le bilan, tu demandes quelques extraits, tu demandes quels outils il utilise, mais globalement une fois que tu as la réponse, pour moi dans mon domaine, une fois que j'ai réponse à peu près à ces 5 questions, je sais si oui ou non. Ouais, c'est l'avantage d'être focus, expert dans ton domaine. Tu as aussi l'autre avantage dont on a parlé tout à l'heure, où tu peux te permettre d'acheter une limite micro-boîte qui fait 200-300 000, où tu achètes juste le fonds de commerce, parce que aux yeux de n'importe quel acheteur indépendant,
elle vaut zéro parce qu'elle gagne pas d'argent. C'est ça. Mais toi, tu sais que tu achètes le portefeuille client, l'historique, comme tu dis, la confiance, tu achètes Ouais. du temps, et vu que ça met du temps de créer la confiance, c'est ça que tu achètes. Et toi, comme add-on, tu rajoutes 200 000, 300 000 à ta boîte, qui est une vraie boîte avec ses process, etc. Là, ça a un vrai intérêt. Et en C'est plus, vrai. tu vas la payer ce qu'elle vaut dans les mains de cette personne, mais pour toi, elle vaut immédiatement plus. C'est ça, tout à fait. Ok, pour conclure, tu as pris un rythme assez rapide et en accélération sur les achats. C'est quoi ton programme sur les prochaines années? Est-ce que tu as envie de continuer à acheter? Est-ce que tu as envie d'acheter autre chose ou la même chose? Et comment tes critères ont évolué? Et tes envies aussi. Alors, la thèse, mon idée au début, c'était de me dire, alors, avant, j'étais déjà dans le service, et je cherchais à recruter des commerciaux, c'est compliqué. Trouver un bon commercial qui est motivé, qui est très compliqué. Ok. Et en gros, ça te coûte, allez, peut-être 50, 60 000 euros par an. Mon idée, c'était de me dire, en gros, au lieu d'en prendre deux, 100 000 euros, j'achète une petite agence. Donc, j'achète déjà du client. Donc, le risque, parce que tu rentres un commercial, si ça marche pas, au bout de 6 mois, il part, et ça t'a coûté le temps. Si tu es passé par une agence, ça t'a coûté facile 30 000 euros, au bas mot, je pense. Tu es dans n'importe quel métier de service B2B où tu as besoin de commerciaux? Bah même tu sais, soit tu passes ton temps à toi, soit si tu sais pas faire, tu passes par un cabinet de recrutement, donc ça te coûte Oui. 10, 12 000 euros. Tu as les 3 premiers mois où le gars, bah, il faut qu'il apprenne, et si et ça. Donc là, donc si ça marche pas bien, alors ça marche bien, au bout de 6, 7, 8, 9, 10 mois, tu peux gagner ton argent. Si ça se passe pas bien, ça te coûte cher. Donc moi, l'idée, c'était de me dire, au lieu d'en prendre deux, j'ai 100 000 euros, j'achète une agence. Ok. C'était la thèse jusqu'à présent. Ça continue à être la thèse aussi en me disant, par contre, ce que je vois, alors on est quand même, comme on est sur une tendance, donc avec la traduction, on est sur une tendance à la baisse. Alors il y a l'IA, il y a aussi la situation économique. En Allemagne, ça fait 3 ans qu'on est en récession. Ok. Donc bon, l'automobile, ils exportent moins de voitures, donc forcément il y a moins de nouveaux modèles. Donc il y a moins de nouveaux modèles, il y a moins de traduction. Donc on a quand même une tendance à la baisse. Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est la récession économique? Le jour où on sera de nouveau en croissance, on le verra. Mais je ne sais pas. Mais donc on a une tendance à la baisse, et donc je rachète aussi du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'ai des gens qui baissent plus rapidement que moi, et moi je leur dis, ben voilà, je reprends ton employé. Ou par exemple une fois, il y a un deal, ça a duré très longtemps. Le monsieur, je l'ai connu, il avait 71 ans, il jouait au tennis, et on allait à Düsseldorf, et pendant 4-5 ans, on se voyait en début d'année, on discutait. Et un jour, ce qui s'est passé, il avait qu'un ou deux employés. J'ai une employée qui est partie en congé maternité. Donc ce que j'ai fait, j'ai passé l'annonce et j'ai appelé pour chercher quelqu'un. Ouais. Et son chef de projet, je le connaissais dans le passé. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, bah, écoute, si tu connais quelqu'un, dis-moi. Donc le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il a postulé le lendemain, et donc finalement, comme il a voulu partir, bah, j'ai racheté l'entreprise assez rapidement. Mais je pense que après, le vendeur, qui est donc à cet âge-là, avait des gens plutôt 76 ans, derrière, il a perdu son plus gros client. Il a eu des soucis de santé. Je pense que s'il n'avait pas vendu, alors j'ai vendu moins cher, j'ai acheté moins cher parce que c'était en baisse que ce que j'aurais dû payer, ce qu'il en voulait. Mais je pense que c'était quand même pour lui. C'était pour lui. Et ça aussi sur les thèses. Alors, juste pour dire par rapport, 60, 65 ans, tu es encore jeune. 70 ans, tu es encore jeune. Et après, tu as un palier où ça descend assez rapidement. Il y a des vendeurs qui attendent trop longtemps. 60, c'est un peu jeune. À 65 ans, les gens, ils viennent, ils sont un peu plus ouverts. Mais là, il faut le faire assez rapidement parce que finalement, s'ils ne s'adaptent pas, leur fonds de commerce va perdre de valeur. Non, après, c'est aussi le travail qui te fait rester jeune. C'est sûr. Ouais, mais bon, comme il y a quand même l'âge, je crois qu'il y a, bon, je ne peux pas dire la barrière, mais en fonction des gens, je crois qu'à partir de 70, 75 ans, tu as quand même une. Bien sûr. Et puis c'est vrai qu'il baisse. y a rester jeune, être capable de gérer une entreprise, surtout sur un travail intellectuel. Donc, finalement, ce que tu dis, c'est que ta thèse, là, tu es dans un marché où les gens pourraient prendre peur parce que c'est quand même en baisse. Toi aussi, peut-être tes entreprises, elles commencent peut-être à faire moins de marge, peut-être des fois trouver des solutions, etc. Mais ça peut être, tu le vois comme une opportunité en disant, bah ouais, mais moi, je baisse, mais il y en a qui baissent plus. Le bateau est cool, mais si on regroupe le marché, on peut s'en sortir. Oui, alors c'est vrai, on a une tendance à la baisse. Il y a des marchés qui sont partis de la traduction, tout ce qui était avocat, maintenant, eux, ils le font en interne, etc. Donc on a des marchés qui sont partis. Mais il y a encore des domaines d'activité.
le pharmaceutique, le réglementé, Ouais. l'assermenté. Il y a aussi beaucoup, en Allemagne aussi, des gens, on fait venir, en Allemagne il y a eu 1 million de personnes qui sont venues, on fait venir des médecins, on fait venir des gens, bon, qu'on le veuille ou non, on va être obligé d'y aller. Et donc ils font venir des gens de l'étranger. Et donc là aussi, il y a des dossiers à monter. Donc là, il y a des appels d'offres. J'ai remporté un gros appel d'offres, un très bel appel d'offres grâce à ça. Donc des dossiers pour faire en sorte que traduire les diplômes, traduire les... Donc il y a des marchés comme ça qui sont un peu plus protégés. Et encore une fois, globalement, il y a une baisse parce que nos clients ont moins à traduire. On est régulièrement en contact avec les clients. Ils nous disent, mais Donc il te faut plus de clients. il faut plus de clients. Donc on peut agglomérer comme ça. Et après, on verra. L'intelligence artificielle, effectivement, s'améliore. Par contre, cette crainte qu'on a pu avoir finalement quand c'est arrivé, ChatGPT et tout, c'est super, ça va tout passer. C'est vrai. Le marché a baissé. Le marché a baissé. Par contre, nos clients, il y en a certains qui savent le faire, qui savent l'utiliser. Mais par contre, les gens qui savent utiliser l'intelligence artificielle, c'est quand même des profils d'ingénieurs qui sont très chers. Donc tout le monde, justement, tout le monde n'y arrivera pas. Les très grosses entreprises ont suffisamment d'argent, les Meta, etc., ont suffisamment d'argent pour investir là-dedans. Les plus petites entreprises, qui sont nos clients, qui sont en Europe, qui font 80% du marché, n'ont pas forcément ça. Et j'aurais aussi tendance à dire que je ne suis pas persuadé que c'est sur la traduction où tu vas pouvoir gagner plus de productivité. Il y a sûrement d'autres. La traduction, en somme toute, c'est pas très très cher. Oui. C'est pas très très cher. Si un contrat, ça te coûte 500 ou 1000 euros, voilà. Ah, mais Il y a t'as sûrement raison, d'autres. Ce que tu vends, c'est la confiance. C'est pas que tu peux pas le faire avec l'IA, c'est que je parle pas chinois et je peux pas savoir si l'IA me dit la C'est vérité. ça. Franchement, t'as résumé le truc. Écoute, merci Cédric, c'était hyper intéressant, hyper complet, inspirant, pas mal même de points pour moi. Merci, je pense que ça plaira à l'audience, un build-up hyper focus. Et merci d'être venu de si loin avec aussi chaud aujourd'hui. Salut Je t'en Cédric. prie. Merci à toi.